discours, mais quelle est la position du gouvernement iranien donc, sur la question? J'ai l'impression qu'il n'est pas forcément très coopératif sur le sujet, et donc par conséquent, si c'est le cas qu'il y a un manque de coopération, quels sont les incentives des organisations internationales ou d'autres organisations, associations, pour justement amener à une collaboration sur le sujet, on va dire? Ce que je comprends, c'est que on a de très fortes raisons de croire que c'est le régime islamique à la tête du pays qui est derrière ces actions. Puisque lorsque les familles portent plainte, il n'y a aucune suite qui sont données. Et les communautés ont tendance à reconnaître les auteurs des actes qui ont été commis comme des personnes qui sont payées par le régime pour pouvoir mener ces attaques. Donc la partie importante donc, de votre question, c'est la deuxième partie. Quand vous dites incentive, j'imagine ce que vous voulez dire, c'est que peut faire la communauté internationale ou les organisations internationales pour avoir une action efficace sur le régime pour qu'il arrête ce genre d'action, c'est bien ça? C'est ça. Alors, peut-être de manière plus générale, parce que je pense qu'avec le contexte actuel, on voit qu'il y a beaucoup de sujets sur lesquels la communauté internationale aurait à redire aux actions du régime islamique en Iran. Il y a des leviers, en fait. Il y a des leviers que la communauté internationale peut mettre en œuvre, mais encore faut-il qu'il y ait une coordination et une volonté politique pour le faire. Donc, sur ce programme très précis qui concerne les écoles de filles en Iran, c'est, on va dire, malheureusement, une goutte d'eau dans l'ensemble des problématiques que vivent la population en Iran. Et donc, je ne sais pas si, après, c'est le sujet de cette table ronde par rapport au type d'action qui pourrait être menée par la communauté internationale, mais il y en a, et malheureusement, on se retrouve confronté à un manque de volonté politique qui est, je dirais, sans rentrer dans les détails, je dirais que la source, c'est qu'il y a des intérêts divergents. Et donc, vous avez des pays qui n'ont aucun intérêt, en fait, à voir ce régime tomber. Parce que si on se retrouve avec un Iran mené par un régime digne de ce nom, qui va redonner de la puissance à ce pays qui a énormément de ressources de différentes sortes, ça deviendra à nouveau un concurrent très important dans la région au niveau économique, politique, social, qui fait que d'autres pays, par exemple de la région, ne seront plus avec autant les mains libres qu'ils ont aujourd'hui. Voilà, ça c'est un des exemples de ce qui peut expliquer aussi pourquoi les choses n'avancent pas aujourd'hui. Voilà. Je serais heureuse d'ouvrir le sujet là-dessus si ça vous intéresse, mais voilà, c'est pas forcément le thématique principale, mais voilà, on est confronté à ça, malheureusement. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Et pourquoi concrètement le régime est contre l'éducation des filles en Iran? Je vais y venir, parce que c'est le sujet de ce que je parle. Très bonne transition. Vous avez la même question. D'autres questions? Oui. Moi, je ne sais pas du tout si vous avez la réponse, mais j'imagine aussi que dans les actions menées par les organisations pour tenter de dialoguer avec le régime, si l'aspect, c'est très triste, mais de l'inhumanisme, bon, j'arrive pas à trouver l'adjectif, mais le fait que leurs actes sont inhumains et bon, ne pèsent pas trop dans la balance. Est-ce que l'aspect concernant justement, peut-être qu'on va y venir, mais la plus-value pour le développement économique ou des choses comme ça, je sais pas, ne font pas aussi levier plus puissant pour essayer de mettre en place des actions, même du coup en termes de reconnaissance des troubles de stress post-traumatique, de réhabilitation, etc., de soins? Si j'ai bien compris, vous dites, est-ce que si on pouvait utiliser comme argument pour les convaincre, quelle est l'utilité justement de former de l'éducation des filles, ça pourrait les convaincre de ne pas mener ce genre d'attaque contre l'éducation des filles. C'est bien ça? Alors, je pense qu'on pourra probablement développer dans la présentation de Carole, mais je dirais qu'aujourd'hui, malheureusement, les arguments contre l'éducation des filles sont plus importants pour eux que ce type d'arguments, je pense.
Bon, alors, je vais parler, et puisque je dois parler à la fois du Nigeria et de l'Afghanistan, j'ai décidé de lier un petit peu les problèmes, deux parties très différentes du monde, et de parler d'éducation et de la résistance à l'éducation. Qu'est-ce que ça signifie, d'où ça vient, etc. Alors, la première chose, c'est de réfléchir, qu'est-ce que c'est que l'éducation? Ça sert à quoi? L'éducation scolaire ou l'éducation tout court, l'instruction. Vous savez que éducation, c'est des bonnes manières, et instruction, c'est ce qu'on apprend à l'école, enfin, en français traditionnel. Donc, l'éducation, c'est un apprentissage à la vie, finalement, au travail, à la survie au quotidien, toute forme d'éducation. Évidemment, l'éducation s'est complexifiée à fur et à mesure où la société s'est complexifiée. Donc, ce que nous appelons l'éducation aujourd'hui scolaire, universitaire, suit un schéma de connaissances intellectuelles généralisées, mis en place surtout par l'Occident, et qui est tourné vers le monde extérieur. Donc, au départ, c'était destiné aux garçons, parce qu'en Europe, il ne faut pas imaginer, la scolarité des filles n'était que quelque chose pour quelques filles privilégiées, des riches qui apprenaient à lire. Tous les seigneurs du Moyen-Âge, etc., ils ne savaient pas lire, ils ne savaient pas écrire, mais ils savaient manier des armes. Et c'était ça qui était le plus important. Et une toute petite section de la population était lettrée, c'était les clercs, c'est-à-dire l'Église, pour répandre la parole de Dieu, qui était la parole de l'autorité et de la politique en vigueur du moment. Donc ça, c'est très important. Donc, pour aller vite, il faut différencier d'abord l'éducation principale, qui est celle du foyer, qui est réservée, pas réservée, mais qui est principalement celle qui est destinée aux filles, c'est-à-dire le foyer est le haut lieu de l'apprentissage. Les filles sont à la maison pour apprendre à gérer une maison, les enfants, la santé familiale, et puis bon, à l'origine, le foyer était une unité entière en elle-même. Au Moyen-Âge, ou enfin dans toutes les sociétés occidentales, et aujourd'hui dans certaines parties d'Afghanistan et Afrique, les soins des enfants, les plantes, c'est le potager, c'est le jardin des femmes, les soins des enfants, la fabrication des vêtements, donc c'était un boulot à plein temps, il faut dire ce qui est. Et il y a une autre connaissance qu'on a complètement oubliée en Occident, c'est la lecture et la connaissance de la nature. Lire les étoiles, les signes de la nature. Tout ça, cette connaissance de la nature est absolument essentielle et qui n'existe pas ou plus du tout en Europe. C'était important pour la chasse, ça le reste dans beaucoup de sociétés africaines. Et puis il y a aussi une autre éducation qui est l'initiation au monde non humain. Là aussi, en Occident, c'est pas notre spécialité, mais cette qualité sacrée dans beaucoup de cultures, et également en Amérique du Sud. Donc c'est pas quelque chose qu'on apprend à l'école, c'est le résultat d'une initiation. Il faut peut-être penser à l'éducation en tant qu'initiation pour certaines personnes, enfin pour des gens pressentis pour ça. Donc, à côté dans un contexte pareil, l'école, le bâtiment scolaire et tout le reste, c'est un savoir extérieur complémentaire à la vraie vie. Je veux dire, en Europe au XIXe siècle, quand les petits paysans allaient à l'école, quand c'était le moment des récoltes, ils n'allaient plus à l'école, parce que c'était beaucoup plus important d'aller récolter dans les champs et de travailler. Donc c'était un truc supplémentaire qui pouvait vous aider à trouver du travail ou quelque chose comme ça. Enfin bon, c'était pas très important. Il faut voir comment l'école, en tant qu'institution extérieure, domine de plus en plus les sociétés. Donc, le programme scolaire, oui. Alors, les programmes scolaires, ils font quoi? Ils ouvrent les élèves à la société, au monde extérieur. Il faut trouver un équilibre entre le pouvoir et la religion, parce qu'il s'agit aussi d'intérioriser la propagande d'État. Je veux dire, au Moyen-Âge, cette conception du temps circulaire et du droit naturel des rois, c'était intrinsèque à toute
forme d'éducation, une espèce de fatalité, etc. Au XVIIIe siècle, on commence à poser la question. Et c'est intéressant qu'au XVIIIe siècle, on invente l'enfance. Qu'est-ce que je veux dire par là? Philippe Ariès en a parlé. À une certaine époque, j'ai fait des recherches là-dessus, parce que l'enfant, et dans beaucoup de cultures du monde, est un adulte incomplet, réduit, pas très important, parce qu'il doit apprendre toutes ces choses de la nature, de la maison, afin d'être un être humain véritable. En Afghanistan aujourd'hui, quand un bébé meurt, enfin bon, les problèmes d'état civil sont réels, c'est tout juste si les bébés sont comptabilisés. Quand une fille meurt, bon, c'est absolument pas comptabilisé. Un garçon éventuel, parce que lui, il va hériter, donc on va peut-être comptabiliser cette mort-là. Donc vous voyez, un enfant n'est à peine un être humain. Et c'est vraiment très intéressant que l'éducation change, les droits humains, cette conscience des droits arrive, des minorités, des droits en général, arrive en même temps qu'une conscience de l'enfance, comme étape d'apprentissage. C'est très important parce qu'on a beaucoup de sociétés où cette réflexion n'est pas encore intériorisée, ou n'est pas encore importante. Donc, alors, moi je voudrais aussi regarder les résistances à l'éducation. Qu'est-ce que cela signifie? Parce que l'école, c'est une forme de contrôle social, c'est certain, et ça a été instrumentalisé par le colonialisme et le capital, enfin le grand capitalisme arrive en même temps au XIXe siècle. Et ce qui est vraiment très intéressant, c'est que dans les empires coloniaux en Inde, je vais prendre l'Inde et l'Afrique francophone, c'est que en Inde, les écoles pour filles, il y en a eu d'abord en Inde, avant l'Angleterre. Et la première femme chirurgienne a été formée en Inde et pas à Londres. Et puis un personnage comme Lord Cromer, qui était, c'était une grande personnalité en Égypte, enfin dans l'Empire britannique, était extraordinairement réactionnaire contre les femmes en Occident, mais faisait la promotion de l'éducation des femmes dans les colonies. Et je ne sais pas si vous connaissez quelqu'un qui s'appelle Leila Ahmed, qui a parlé du féminisme colonial. Et c'est là qu'on arrive au cœur de la matière et au cœur des résistances pour expliquer ce qui se passe maintenant. Qu'est-ce que c'est que le féminisme, colonial feminism? Qu'est-ce qu'elle veut dire par là? L'éducation des femmes, les droits des femmes ont été promus par les empires. Pourquoi faire? Vous allez dire, mais pourquoi ils veulent faire ça? Ben, il y a une raison, selon Leila Ahmed, et c'est vraiment très intéressant. C'est pour remplacer le pouvoir des hommes. Et les hommes le vivent comme une forme de castration, si vous voyez ce que je veux dire. Parce que si l'Empire donne des droits aux femmes, des formes d'émancipation et d'autonomie, que fait monsieur dans son enclave ultra-patriarcale? Bien sûr qu'il y avait du patriarcat et de la domination masculine en Europe, mais pour les besoins du colonialisme et de la mainmise sur les ressources et la façon dont l'économie anglaise en Inde fonctionnait, une façon d'y arriver, c'était les femmes. Donc il y a cette méfiance qui s'installe dans les empires coloniaux. Alors je vais d'abord prendre l'Inde comme exemple. Oui, c'est à Assam en 1839, la première école formelle pour filles est fondée à Sadia par une mission, ça aussi, des initiatives locales, mais ce sont les missionnaires. Autre chose, autre problème, la résistance de Boko Haram et des talibans. Qui est-ce qui installe des écoles? Ce sont les missionnaires. Et au Liban, les grandes universités, à Beyrouth, il y en a une protestante, une catholique, ce sont des Américains. Les missionnaires américains sont extrêmement forts. Alors, non, 1839 en Inde. En Angleterre, il faut attendre 1870 pour avoir l'éducation primaire gratuite et obligatoire pour les enfants, les filles comprises. Donc, ça, c'est vraiment intéressant. Donc, 30, 40 ans plus tard. Alors, Victor Duruy, souvenir d'école, je ne sais pas si vous vous souvenez la date, l'école primaire au féminin et la fréquentation scolaire, c'est 1867. C'est il y a quand même pas si longtemps que ça.
Mais en attendant, au Sénégal, à Saint-Louis, il y avait des bonnes sœurs entre 1810 et 1840 qui ont mis en place des petites écoles. Ça, c'est vraiment très intéressant, vraiment longtemps avant Duruy, mais ce n'était pas la scolarité telle qu'on l'imagine à l'école, parce qu'il y avait des petites écoles de bonnes sœurs partout en France, dans les campagnes, mais c'était axé vers la couture, vers lire le bréviaire et tout ça. Une des raisons pour lesquelles, au début, en France, on était opposé à l'éducation, au vote des femmes, c'est parce qu'on les disait trop catholiques, trop endoctrinés par l'Église et les petites écoles de ce genre-là. Mais alors, c'est intéressant de voir la différence entre l'Empire britannique et l'Empire français. Alors, pour les Britanniques, ce sont les missions religieuses, les missionnaires et les Américains et les Anglais qui y vont. En France, c'est l'État colonial, c'est une politique tout de suite. Alors, les Anglais, c'était pour moraliser les sauvages, comme chacun sait, en Inde ou partout, enfin dans les colonies. Et la France a vraiment voulu de l'assimilation, un certain modèle français. Les Belges ont fait la même chose. Bon, le niveau scolaire est bas, évidemment, et l'accès reste très bas. Et qu'est-ce qu'on attend dans les deux cas pour les Britanniques? Et ça va être la même chose, qui est vraiment intéressant en Égypte, au Moyen-Orient. On se dit que l'éducation sert à devenir une épouse modèle, une mère qui peut s'occuper de ses enfants. En France, on veut civiliser les coloniser, donc ça, c'est déjà autre chose. Il faut savoir qu'il y a eu, dans certaines régions, dans la Corne de l'Afrique et l'Afrique du Nord, ils avaient une certaine tradition d'enseignement religieux qui incluait les filles, donc c'était possible. En attendant, en même temps, en dehors des colonies, il faut voir que, c'est une partie de ma thèse de doctorat, ça a été un peu là-dessus, l'influence de l'Inde coloniale sur l'Afghanistan, sur l'Iran, était absolument énorme, inimaginable. Et donc, la première école en Iran pour les filles, fondée par des missionnaires, donc ils étaient là aussi, américains, en Iran, c'est 1838, et puis c'était en Iran, donc bien avant l'Angleterre, un peu après l'Inde. Donc ça, c'est intéressant aussi. Pareil, en Turquie, dans l'Empire ottoman tardif, on commence à réfléchir à l'école. Alors, de nouveau, c'est l'influence occidentale des empires, ça j'en suis convaincue. Mais à partir de 1917, il y a une autre influence occidentale très importante. Vous l'avez deviné, la révolution russe et le communisme. Parce que, il faut voir que tout ça, ce sont deux sources d'influence occidentale. Tout ce qu'on vient de dire, le colonialisme, le christianisme, et de l'autre côté, le communisme. Mais tous les deux sont occidentaux. Alors, le communisme influence énormément. En premier lieu, dans le monde musulman, c'est Amanullah Khan était le roi le plus progressiste de l'Afghanistan. Je crois qu'il est arrivé au pouvoir en début des années 20. Alors, il construit même un aéroport. La première destination, c'est l'Union soviétique. Enfin, il avait beau être roi, mais il trouvait Lénine formidable. Et donc, cette influence-là est déjà là. Et ensuite, Atatürk en Turquie aussi, toute cette révolution turque, cette laïcisation énorme qu'on voit dans tout le monde musulman, et puis le Ahmad Shah, un empereur Qajar en Inde, la modernisation égale occidentalisation, égale scolarité des femmes, égale vêtements à l'européen, parce que là, il faut imaginer l'Afghanistan, le roi, les femmes voilées, tout le bazar. Sa femme Soraya, elle enlève le voile, tout le monde est choqué, elle porte des robes, on voit les chevilles, vous imaginez, et ainsi de suite. Et donc c'est partout dans ce monde musulman. Alors l'échec là-bas, ça a marché, mais pour une minorité très éduquée, enfin privilégiée. Et c'est toujours pareil. Et c'est pareil dans les colonies. Les gens, en Angleterre, ils ont vraiment favorisé encore plus que la France
la venue, surtout des hommes, des colonies pour être formés dans les universités, mais c'était toujours dans des familles princières, des familles aisées. Ce sont toujours les privilégiés qui ont ça, et qui ont tout ça. Alors, tout ça, c'est vraiment important. J'ai l'impression de parler vous avez peut-être l'impression de parler d'une époque révolue, mais pour moi, pour essayer de comprendre cette résistance à l'éducation, je ne sais pas ce que tu penses de tout ce que je dis, mais bon, parce que j'y réfléchis hier et aujourd'hui, aussitôt que ma copine a dit qu'elle ne pouvait pas parler du Nigeria. Donc, j'essaie de réfléchir, pourquoi est-ce qu'il y a un refus aussi énorme en Afghanistan et au Nigeria Boko Haram. Qu'est-ce que c'est que ça? Ce sont des pays musulmans. Alors, ce qui est... Avant que vous m'accusiez d'islamophobie, il faut dire ce que ça m'arrive, je rappelle que le premier mot du Coran, c'est Iqra. Apprends, lis. Et moi, je travaille avec j'ai créé tout un réseau d'écoles clandestines en Afghanistan depuis le retour des talibans. Et on a 3000 élèves et à peu près 200 enseignantes. Et puis bon, je leur parle très souvent. Elles sont sur place, c'est pas des écoles en ligne. Elles n'arrêtent pas de dire, mais les talibans ne sont pas des vrais musulmans. Parce qu'elles sont épouvantées parce que pour eux, les talibans ne sont pas des vrais musulmans parce qu'ils sont contre l'éducation. Ce qui va complètement à l'encontre de la base de l'islam. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est que, pourquoi c'est arrivé comme ça? Je pense qu'il y a eu... l'islam est quand même une religion relativement récente comparée aux autres. Elle arrive à peu près il y a 700 ans comparé au christianisme qui est quoi, 2000 quelque chose, le judaïsme au moins 6000 ans, c'est les petits derniers. Donc il y a une concurrence des monothéismes probablement, et chez les catholiques et chez les musulmans, on voit que conquête et religion vont ensemble. Pensez aux catholiques en Amérique du Sud, on convertit tout le monde, et les gens qui ne sont pas d'accord, c'est un génocide des autochtones. Dans l'Empire ottoman, c'était nettement plus tolérant. Les non-musulmans avaient le statut de dhimmi, et puis bon, c'était pas... Enfin, ils avaient un statut inférieur, mais ils avaient le droit de vivre, donc c'était vraiment beaucoup plus... c'était vivable, quoi. Donc, alors, ce qu'on voit là, c'est que dans une construction nationale aujourd'hui, qui a commencé à la fin du 19e siècle en Inde du Nord, ce qui est le Pakistan aujourd'hui, la tradition et la religion sont fondues, on fait une espèce de... je ne sais pas ce qu'on peut appeler quelque chose comme ça. Bon, on fait un produit politique qui représente un rempart contre l'emprise coloniale. Et ce qui est intéressant, c'est que Fritz Fanon, que vous connaissez par cœur, à un certain moment, il défend le haïk, c'est-à-dire le voile algérien, comme défense contre l'imposition du mode occidental. Je crois que si Fanon avait vécu plus longtemps et il avait vu ce qui se passe avec l'islam politique, il doit être en train de se retourner dans sa tombe, parce que ce n'était pas du tout l'idée. Donc, voilà, quand quelqu'un même de gauche, enfin, il faut voir qui est-ce qui a soutenu Khomeini, Foucault et compagnie ont soutenu l'ayatollah Khomeini, pensant que bravo le progrès, on va aller contre l'impérialisme du Shah, etc., etc. Bon, tout le monde s'est planté. Mais bon, s'ils avaient regardé un peu plus loin et regardé un petit peu la montée et la construction islamiste à partir de la fin du 19e et à travers les années 60-70, l'influence de l'Arabie saoudite sur les mosquées du Pakistan et tout le reste, ils auraient pensé autrement. Mais bon, qui va regarder au-delà de son petit précaré? Ça, c'est une autre histoire. Donc, alors qu'est-ce qui s'est passé en Afghanistan? Amanullah Shah, le roi progressiste des années 20, il a régné à peu près 10 ans. Et ces progrès magnifiques, il a créé il y avait un lycée français, un lycée allemand, enfin,
une présence occidentale, mais les campagnes n'en ont pas profité. Moi, j'ai fait une analyse qui m'a beaucoup intéressée pendant que je la faisais, et ça m'intéresse toujours, des stratégies humanitaires et des stratégies colonialistes. Je peux vous dire que les colonialistes étaient beaucoup plus intelligents que les associations humanitaires aujourd'hui. Les Anglais, c'était futé. Ils apprenaient toutes les langues indiennes. Et par exemple, il y a quelque chose qui s'appelle le Pathan Renaissance. Les Pathans et les Pashtuns, c'est la même chose. Pathan, c'est du côté Pakistan, ce qu'on appelle Pakistan maintenant, et Pashtun, c'est là-bas. Ils ont codifié la culture, ils l'ont écrite, en fait, toute une poésie, que ce sont eux qui l'ont codifiée, aidé à écrire, et parce qu'ils étaient pashtunophones. Ceux qui étaient au Punjab parlaient punjabi, ils parlaient toutes ces langues-là, ils connaissaient la culture, à tel point qu'on ne s'en rend même pas compte en Afghanistan. Les Anglais ont inventé quelque chose comme des institutions pour femmes, Zenana, les parcs, les hôpitaux, etc. Ça existe encore à Kaboul, enfin ça existait à Kaboul. Mais tout ça, c'est une invention britannique. C'est pas du tout une invention sur place. Ils se sont dit, bon, ils veulent séparer les hommes et les femmes, mais on va leur offrir des parcs, les femmes d'un côté, les hommes de l'autre. Bon, peu à peu à Kaboul, côté des femmes et familles s'est réduit de plus en plus, et les hommes ont eu accès à quelque chose de beaucoup plus grand. Donc, il y a eu cette résistance contre ce qui vient de la ville, contre cette mainmise d'un Occident incompris et associé à un impérialisme absolument certain. Tout ça, c'était entièrement compréhensible. Mais il n'y a pas eu de Gandhi en Afghanistan. Alors, qu'est-ce qui se passe? L'islam, déjà, à la fin du 19e, j'ai fait une enquête, enfin, l'emprise de l'éducation britannique sous l'Empire en Inde colonisée. Les régions les plus récalcitrantes sont le nord de l'Inde, étaient le nord de l'Inde et tout ce qui est devenu Pakistan. Donc l'islam politique dont on parle commence vraiment tout à fait commence en fait au début XXe siècle, bien avant tout ce qu'on dit aujourd'hui. Maintenant, fast forward à l'époque communiste. Quand l'Afghanistan a eu des régimes de gauche, est devenu une république démocratique. Et l'éducation, bon, ils étaient plus violents quand même que sous Amanullah. L'éducation, enfin bon, ils ont imposé l'éducation des femmes. L'athéisme était la religion d'État. Enfin, la religion, ça devait être quelque chose de privé. Et toute une génération de femmes a été éduquée. Et moi, je me souviens qu'un ami afghan, pour lui, sa mère, le mot communiste, lui me disait, sa mère et sa grand-mère disaient que communiste, ça voulait dire rodaniste, ça veut dire il n'y a pas de Dieu. Alors c'était ça pour eux. Donc personne n'a expliqué que c'était autre chose. Mais les façons de faire du gouvernement communiste, il faut dire ce qui est extrêmement violente. Même si ça a créé une génération de femmes très éduquées. Donc, il faut dire, les talibans sont arrivés, quand les premiers talibans sont arrivés, qui est à peu près l'époque où moi j'ai commencé à m'intéresser à cette époque-là, ils sont venus parce que, à la suite du retrait des forces russes, à la suite d'une guerre civile absolument sanglante dont on ne va pas parler maintenant, ils avaient l'air de pacificateurs. Et les Américains sont arrivés en 2001. 10 ans avant, il y avait une génération de femmes éduquées. Quand on entend la propagande de Bush et puis de ses alliés, c'était tout une idée de on va civiliser ces talibans qui n'ont jamais été éduqués, alors que 10 ans avant, il y avait des femmes à l'université, il y avait des femmes professionnelles, et toute cette élite a disparu. Parce qu'elles sont parties en exil, elles se sont planquées. Le premier gouvernement Karzai a essayé d'embaucher ces femmes pour essayer de faire quelque chose. Et ça, c'est vraiment assez extraordinaire, parce que les talibans version 2, ceux que nous connaissons, hélas, sont encore plus féroces que la première version. Parce que pour eux,
tout ce qui est occidental. Et alors là, c'est tous les arguments dont on parle, mais ils sont apportés encore plus loin. L'éducation à l'occidental est absolument honnie. La technologie est utile parce que aujourd'hui en Afghanistan, si on crève de faim, rassurez-vous, il y a des caméras de surveillance absolument partout. On veut que les femmes soient couvertes, mais la raison pour laquelle ils ont des caméras de surveillance, c'est pour surveiller les femmes, qu'elles soient bien couvertes, hijab plus masque. Donc tout en noir, c'est pas un costume local du tout, plus le masque noir et on voit que les yeux et les cheveux doivent être cachés et ainsi de suite. Donc les femmes sont devenues une obsession de ce gouvernement. Elles le sont aussi un peu pour le Boko Haram au Nigeria. Et l'éducation des femmes représente la plus grosse menace, probablement partout. Je vais commencer par un petit peu avec Boko Haram. Vous êtes au courant ou pas de ça? Vous savez ce que c'est, Boko Haram? Oui. Bon, je vous rappelle l'origine, puisque le Boko Haram, ça a été fondé, je crois, en 2002. Ce sont des gangs armés, mais c'est surtout... Et on a aussi l'État islamique au Mali, c'est le même propos. Ce sont des islamistes, qu'est-ce que c'est des islamistes? Ils sont musulmans, bon, beaucoup de gens sont musulmans en Afrique, ok, mais ils vont à l'école. Mais cela, c'est l'islam politique le plus extrême, et qui est une forme de contrôle politique, social, financier aussi. Hein. Donc, voilà. Donc, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques années, quand des filles ont été kidnappées. Vous vous souvenez quand les petites écolières, les pensionnaires, enfin des écolières au nord du Nigeria, Abuja, ont été kidnappées, et puis il y avait la femme de Obama avec toute cette campagne Bring Our Girls Back. Vous vous souvenez, ça n'a pas vraiment marché puisque 129 filles n'ont pas été récupérées. Et la même chose s'est passée à plusieurs reprises. Le kidnapping, c'est extrêmement rentable, ça c'est sûr. Mais enfin, les filles sont prises, parce qu'il y a des pensionnats au nord du Nigeria, les filles sont kidnappées, se retrouvent dans les armées et deviennent surtout des esclaves sexuels. Et donc, alors ces rapts sont extrêmement fréquents. Alors, qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça? Moi, je me pose la question de cette haine des femmes, ou cette instrumentalisation des femmes, ou cette instrumentalisation des corps des femmes. Je vais reprendre les talibans, parce que les talibans, ils viennent de sortir un code pénal il y a 2 jours que j'ai lu hier soir, qui est absolument terrifiant. Vous savez que l'école, pour les filles, doit s'arrêter à l'école primaire. Donc l'école primaire est absolument lamentable, de mal en pire. Ils apprennent vaguement à lire et à écrire. Aujourd'hui, en Afghanistan, à peu près la moitié de la population masculine sait lire. Écrire, je ne sais pas, c'est écrire souvent, ça veut dire écrire son nom. Et à peu près 37% des femmes, pareil, écrire leur nom. Et tout ça, c'est en train de chuter dramatiquement. Pendant les 20 ans où il y avait les Américains, ils ont ouvert des écoles partout. Ça, c'était quand même très très bien, mais c'était surtout les villes. Et il y a une soif d'apprendre absolument énorme. Donc, ce qui, pour les talibans, a été interprété par une soif d'occidentalisation. Pour moi, vu la génération d'où je viens, je vois bien qu'occidentalisation pour la jeune génération des talibans, c'est surtout accès à la société de consommation plutôt qu'une pensée politique radicale de gauche et laïque que j'aurais préféré. Bon, ça c'est une histoire de génération. Mais les talibans ont compris que ce féminisme, colonialisme, je ne pense pas qu'ils aient lu Leila Ahmed ou les théoriciennes musulmanes féministes, je ne pense pas que ça fasse partie de leur reading list, de leur bibliothèque. Mais ils ont compris le danger des femmes éduquées, parce que c'est des femmes dans l'espace public, les femmes qui exigent des changements et qui surtout se révoltent contre l'ordre patriarcal. Ce qui ne signifie pas que toutes les femmes éduquées, toutes les femmes sont forcément féministes, parce qu'on a vu partout dans le monde des femmes qui ne sont pas, et des femmes politiques
Afghanistan, toi tu pourras en parler plus, Tina, elles intériorisaient les normes sociales, ça arrive de toute façon, et en plus, les allégeances, est-ce que ça c'est peut-être du franglais, je m'excuse, ma langue natale c'est du franglais, allegiance, alors je mélange parfois les deux, mais la fidélité des femmes va envers le groupe. Je peux vous donner un exemple, il y a quelques années, je sais pas, je dirais des innombrables conférences que des gens de notre espèce finissent par contribuer. Et puis, il y avait une féministe, un groupe de femmes de Gaza, palestiniennes. À nous, derrière, elle a dit Hamas, c'est épouvantable pour les femmes. Et vraiment, elle disait l'oppression masculine, le patriarcat, c'est effrayant. Mais elle dit en public, je ne peux pas parler de ça. C'est Israël notre ennemi. Et bien sûr, il n'y a aucun doute possible. Mais donc, on choisit ses batailles. Ça, c'est traduit, je crois, choose your battles. C'est une façon de dire en anglais. On choisit on choisit ses ennemis. Donc, mais ce patriarcat est là et contrôle. Et cette menace plutôt, la menace contre le patriarcat, c'est ce qui inquiète le plus les talibans et Boko Haram. Je reprends l'éducation des filles en Afghanistan. École primaire minable, tout au plus on apprend à lire. Il y a beaucoup de matières qui sont interdites. Ah tiens, la fête des mères vient d'être interdite. Déjà on n'aime pas les femmes, mais même la maternité n'est plus du tout valorisée. Donc, fête des mères, la fête de l'enseignante, où on y venait avec un bouquet de fleurs pour la maîtresse, vous voyez, ça aussi, c'est fini. Toutes les fêtes, comme la Eid, les fêtes, non pas la Eid, qu'est-ce que je raconte, tout ce qui est Nouvel An, et puis Nowruz, Yalda, enfin des fêtes traditionnelles de tout ce monde-là. Iran, Afghanistan, le monde kurde, c'est pareil, tout ça c'est interdit parce qu'on peut que avoir des fêtes religieuses. D'autres fêtes sont interdites parce que dans ces fêtes extrêmement anciennes, les femmes ont un rôle. Si on a Noël en Europe, c'est parce qu'il y a là le changement d'équinoxe, Rosh Hashanah, un tas de choses, donc Hanouka, dans les religions monothéistes, dans beaucoup de ces fêtes extrêmement anciennes, il y a un rôle des femmes très important. Donc le patriarcat est remis en question traditionnellement par plein de sociétés. Il faut que je regarde l'heure parce que je peux continuer malheureusement pour vous pendant des heures. Donc ce que je veux dire, c'est que les talibans essayent d'évincer complètement les femmes de l'éducation. Alors à tel point que les études médicales ont été interdites aux femmes. Et ce qui veut dire que quand il n'y aura plus de médecins, plus de sages-femmes, les femmes vont être réduites à accoucher sans aide aucune. Alors, bon, j'ai ce projet éducatif, j'en ai fait un avec des étudiantes sages-femmes qui n'avaient pas tout à fait fini leurs études, qu'on a infiltrées dans des écoles en disant que c'était on les a infiltrées, pardon, dans des hôpitaux en disant que c'était des infirmières. Il faut faire ça en douce. Et déjà, la mortalité maternelle et infantile qui était la plus élevée au monde en Afghanistan, ça a recommencé. C'est épouvantable. Et une autre chose, c'est que dans ces pays, enfin dans un pays comme Afghanistan, la dot est payée par l'homme, c'est-à-dire que quand il se marie, il donne de l'argent au père. Donc il y a une transaction qui se passe. Moi j'ai entendu un vieux terme en persan, Shir Baha, et le prix du lait. Parce que c'est ça, finalement, on vend les droits de reproduction d'une femme. Parce que ce sont des esclaves à la maison, surtout chez la belle-mère, et elles doivent produire autant d'enfants que possible. Alors, dépourvues d'éducation, qu'est-ce qui se passe ? On peut imaginer les conséquences. Elles sont obligées d'encaisser absolument tout. Le nouveau code pénal des Afghans, enfin des talibans qui est sorti hier, précise qu'une femme qui quitte la maison à cause de la violence domestique, pour n'importe quelle raison, elle va se réfugier chez ses parents et qui ne veulent plus rentrer au bercail chez le mari, eh bien, elle doit être emprisonnée ainsi que la famille qui l'accueille.
voyez ce que je veux dire? Et une fille qui, des femmes qui partent, elles sont fouettées, mais avec des trucs affreux, en public aussi. Hein. Je veux dire, toute initiative féminine est interdite. Alors moi de mon côté, je peux vous dire ce que ça donne quand on a des écoles clandestines. Une volonté d'apprendre absolument phénoménale. Parce que les filles ont compris que c'était leur seule porte de sortie. Parce que ce qui est en train de tomber, quand l'éducation des femmes s'effondre, celle des garçons aussi. En Afghanistan maintenant, il faut mettre un turban quand on va à l'école, quand on a dépassé 12 ans. Ça n'a jamais fait partie de la culture, c'était des personnes âgées. Alors, moi je parle régulièrement en Afghanistan, je fais des cours soi-disant d'anglais avancé, mais c'est bon, c'est des discussions de groupe toutes les semaines. Alors, une des enseignantes, elles ont genre votre âge, hein. Qui sont les enseignantes? Ce sont des étudiantes qui n'ont pas pu terminer leurs études parce que les universités ont été fermées, quelques enseignantes professionnelles, mais surtout des jeunes femmes, entre 20 et 25 ans. Alors, il me racontait son frère, il avait des migraines épouvantables parce qu'il devait porter 5 kilos de turban pour aller à l'école, c'était épouvantable. Et l'autre jour, il y avait dans une université dans la ville de Herat, les garçons étaient là, ils recevaient leur certificat, ils portaient tous costard cravate. Un préposé taliban est venu pour leur arracher les cravates à tous. Parce que c'était... vous voyez de quoi ce que ça représente. Et maintenant, le costume occidental, les jeans et le t-shirt sont interdits. Il faut mettre le shalwar kameez, c'est-à-dire la tunique et un pantalon. Je veux dire, répression des femmes donne répression des hommes. Et alors moi j'entends parler de jeunes hommes qui protestent non pas par l'éducation familiale, mais ils vont plus à l'école, ils restent à la maison, ils regardent Internet toute la journée, etc. etc. Par exemple, un autre corps de métier qui n'existe plus, ce sont les barbiers. On ne peut plus aller se faire raser. Un garçon rasé se fait arrêter par les talibans comme une femme qui n'est pas couverte. Et là, le summum que j'ai entendu, c'est la semaine dernière, une des enseignantes qui me dit oui, il y a eu un enterrement dans la famille, et tante, je ne sais pas qui, est arrivée de Ghazni. Elle est chirurgienne. On lui a dit d'opérer avec la burqa bleue. Vous savez, ce fameux truc bleu avec le grillage. Et elle est obligée de faire des opérations avec ça, quoi. Ce qu'on voit avec. Et ils ont installé une caméra dans la salle d'opération. C'est tellement fou. Je ne sais pas si elle arrive à opérer qui que ce soit. Enfin, c'est que des femmes, évidemment, parce que les femmes ne peuvent être soignées que par des femmes. Qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce que... Moi, je pressens presque une volonté génocidaire. C'est absolument effrayant. Et une autre chose qui vient de sortir dans le code pénal, c'est la notion d'esclavage. L'esclavage est sur le retour parce qu'on parle de peine légale pour des personnes libres et des esclaves. Le mot esclave, Roland, est paru plusieurs fois dans ces textes. Et ça, c'est assez terrifiant. Donc, vous voyez, on commence à interdire l'éducation des femmes, on finit par annuler, anéantir toute une société. Parce que les premières mesures des talibans, quand ils sont arrivés en 2021, c'est la fin de l'éducation des filles. À ne pas oublier, c'est quelque chose d'extraordinairement dangereux. Je vais quand même ajouter une chose en Occident. On n'est pas si formidable non plus, hein, parce qu'en Russie, qui autrefois fut communiste, j'ai lu une étude très intéressante qui montre que des filles maintenant, qui étaient vraiment à l'époque soviétique, ingénieurs, enfin, qui avaient les mêmes métiers, enfin même les métiers dans la rue, on les voyait sur les chantiers de construction. Maintenant, on les encourage de moins en moins. Il y a maintenant l'idée, on encourage même des lycéennes à devenir enceintes. Poutine a besoin de matériel humain, a besoin de futurs soldats, de la chair à canon, comme on disait dans la Première Guerre mondiale. Poutine, lui, il légitime sa guerre d'invasion de l'Ukraine en tant que croisade religieuse. Vous voyez le même argument qui ressort, et le chef des orthodoxes, le patriarche Kirill, lui, il dit oui, c'est une mission religieuse extraordinaire. Trump et les protestants
protestants évangélistes. C'est un truc, je veux dire, c'est terrifiant. On y est aussi. C'est au monde de la religion. Regardez toutes les censures dans les universités, les interdictions de livres absolument terrifiantes aux États-Unis. C'est au nom d'une morale chrétienne. Donc, attention aux religieux quand ils empiètent sur la vie et sur les droits humains. Mais avec la montée de la droite, partout, en Hongrie, vous savez, on est chrétiens aussi, hein, je veux dire, Orban et en Slovaquie, toutes ces extrêmes droites se rapprochent de la religion pour cautionner l'anéantissement des droits humains et des droits des femmes. Je veux dire, les droits à l'avortement et toutes les choses qui sont très importantes pour nos sociétés sont menacées par l'extrême droite. Et mon dernier mot, c'est on va vers les élections. Songez-y,